Servane Mouton et Laura Poggioli, bonjour. Il y a exactement un an, Servane, vous remettiez au chef de l'État le rapport commis par un collectif que vous coprésidiez, la bien nommée Commission sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans. Le titre de ce rapport, Enfants et écrans à la recherche de temps perdu, un véritable électrochoc médiatique et dans l'opinion publique. Il y a quelques semaines, vous avez récidivé avec la publication d'un tract Gallimard, Les écrans, un désastre sanitaire, lui aussi une petite bombe. J'ai pu le mesurer personnellement. Après sa lecture, j'ai fait un post LinkedIn qui a suscité 170 000 impressions, 2500 réactions et 600 republications. Autant de preuves que votre travail de neurologue a mis en lumière un sujet qui concerne tout le monde, chaque parent, chaque enfant, chaque être humain exposé aux dangers et aux dégâts vertigineux inhérents à ce raz-de-marée technologique qui interroge l'avenir même de notre civilisation. Mais penser que le fléau des écrans et au-delà celui des réseaux sociaux, des jeux vidéo ou des nouvelles technologies ne concerne que les enfants et les adolescents est une grave erreur. Laura Poggioli, c'est ce que vous nous racontez dans un roman en partie autobiographique titré Époque et publié chez l'Iconoclaste, qui a valeur de document, et d'ailleurs, je le souligne, le prix du livre La Tribune l'a retenu dans sa première sélection. Dans ce roman qu'on assimile parfois à un récit, l'héroïne confie sa propre expérience de cyberharcèlement qu'elle développe en parallèle de son observation de jeunes soignés dans un service d'addictologie, l'épreuve qu'elle subit dans sa chair et l'épreuve qu'elle constate chez ces jeunes, qui pourraient être vos patients, Servane, compose un ouvrage qui lui aussi frappe. Frapper, c'est le verbe qui s'impose à la lecture de votre rapport et de votre court essai, Servane. Nous allons y revenir, mais d'abord en quelques mots, vraiment succincts, très synthétiques. À quel danger, à quels dégâts physiques, psychiques, sociaux la pratique incontrôlée des écrans expose-t-elle nos enfants? En deux mots, Peut-être trois, je vous autorise. les, les écrans peuvent avoir des effets sur la santé physique, mentale, sur le développement neurologique et socio-relationnel, affectif des enfants et des adolescents, à la fois par leurs caractéristiques physiques, la lumière qui est riche en bleu qu'ils émettent, le fait que ce soit des activités sédentaires qui viennent aussi parfois en compétition avec d'autres activités nécessaires à l'épanouissement de l'individu, nécessaires aussi à sa bonne santé physique, notamment l'activité sportive ou l'activité physique, et quand elles empiètent également sur les temps de sommeil qui est affilié de la santé. Et après, il y a le problème des contenus, qui, lorsqu'ils ne sont pas appropriés à l'âge ou incitent à la consommation de produits néfastes pour la santé, ou alors vont heurter le psychisme de l'enfant ou de l'individu, ce que je disais au début, vont compromettre son bien-être. Je reprends le verbe frapper que j'évoquais à l'instant. Vos travaux ont frappé les esprits, mais visiblement pas encore totalement les pouvoirs publics. Pourquoi? J'espère ne pas être trop optimiste en ayant l'impression que les choses bougent après une longue période on va dire, marasme politique pendant lesquelles peu de choses ont bougé, mais sur tous les plans. Notre rapport n'était pas le seul à avoir été mis de côté pendant les gouvernements successifs, etc. En tout cas, le sujet des écrans est revenu à l'ordre du jour depuis quelques semaines, avec des travaux interministériels qui semblent très actifs. On verra sur quoi il débouche. Mais les raisons pour lesquelles, alors les derniers mois, les raisons pour lesquelles ça a bloqué, je pense que c'est vraiment la conjoncture politique. Et puis après, plus globalement, on se heurte, et ce n'est pas la première fois de l'histoire de la santé, à un lobby très riche et très divers aussi. Ce sont les plateformes, réseaux sociaux, jeux vidéo en ligne, moteurs de recherche, etc. Mais ce sont aussi les fournisseurs d'accès, les fabricants de contenu, mais aussi les fabricants de matériel. Donc voilà, c'est un gros écosystème économique et financier qui pèse lourd dans les réglementations. On va y revenir parce que c'est effectivement clé. Laura, que vous inspirent les propos de Servane? Peut-être avez-vous lu le tract Gallimard, je ne sais pas. Comment ces travaux, les travaux de Servane, vous renvoient à votre propre histoire, ou en tout cas à l'histoire de votre héroïne dans l'époque? Alors, j'ai pas lu le tract encore, mais j'ai lu le rapport, par contre, de la commission écran. Euh, Moi, c'était des sujets qui me touchaient. Alors moi, c'est un peu particulier, comme je suis là comme romancière, donc soyez indulgents si je n'ai pas forcément des chiffres, etc. Mais justement, moi, j'avais lu pas mal quand même de rapports, d'études. C'est un sujet qui me touche depuis plusieurs années en tant que femme, parce que j'ai vécu une expérience de cyberharcèlement, effectivement, en tant que mère aussi. Je suis mère de 3 enfants.
Mais l'envie d'écrire, en tout cas, ce roman m'est venue en regardant une fiction, une série américaine qui s'appelle Euphoria, qui met en scène des jeunes adolescents aux États-Unis et des problématiques très classiques de l'adolescence. Mais en fait, dès le début, dès les 2 premiers épisodes, il y a les écrans, en fait. Et voilà, les images qui sont captées, qui sont diffusées sans le consentement, de moments d'intimité, des rencontres en ligne dangereuses, etc. Et là, en fait, comme c'était une fiction, je sais pas, ça m'a plus touchée, en fait, finalement, que des études, que des rapports. Et j'ai ressenti que c'était une nécessité pour moi, en fait, de m'emparer de ce sujet en tant que romancière, encore une fois. Mais j'ai eu besoin, par contre, de me documenter. Et à la genèse, en fait, de l'écriture de ce livre, il y a un temps que j'ai passé 1 mois et demi dans l'unité addictologie de l'hôpital Robert Debré, qui accompagne des enfants et des adolescents, donc qui sont touchés par diverses problématiques d'addiction. Il n'y a pas que les écrans, mais il y a de plus en plus, depuis quelques années, les écrans. Et donc, tout ce dont Servane parlait, ces troubles, ces difficultés, ça, je les ai vus vraiment chez des patients et j'ai donné un peu de ces éléments au personnage de mon livre, qui est un roman après, parce qu'évidemment, j'ai dû romancer ce que j'ai vu. Mais j'essayais, moi, de le faire ressentir, en fait. On a parlé beaucoup depuis tout à l'heure de l'enjeu de briser le tabou. On a parlé des coming out, hein, Nicolas Demorand ou d'autres. J'aurais pu aussi faire référence à la mini-série anglaise Oui, Adolescence, hein, qui adolescent. pose beaucoup de questions. Le roman, ça a été la manière pour vous de briser le propre tabou, justement, de ce que vous aviez vécu. Oui, alors, oui, c'est vrai, je suis pas essayiste, je suis pas psy. Après, au départ, quand j'ai eu envie, en tout cas, le projet d'écrire ce livre, donc qui est mon deuxième roman, hein, c'est parce que ce sujet-là, qui est pour moi un sujet de société majeur, l'impact de l'ultra-connexion contemporaine sur notre relation aux autres, au monde, etc., c'était quand même vraiment, en tant que mère, en pensant à mes enfants, d'où mon envie d'aller passer du temps dans cette unité. Et c'est vrai que quand je passais du temps dans cette unité, me sont revenus déjà plein de souvenirs, en fait, des émotions personnelles, moi, de mon adolescence. Donc dans le roman, pas mal de comparaisons, en fait, entre les époques, ça aurait pu être époque au pluriel, et aussi le souvenir, effectivement, d'une expérience de cyberharcèlement que j'avais vécue quelques années auparavant. Mais c'était pas forcément au départ mon idée de la mettre dans le roman, mais ça s'est imposé, en fait, parce que justement ces jeunes qui partageaient voilà, des expériences de cyberharcèlement, ça me renvoyait, moi, à ces émotions-là. Peut-être aussi parce que la personne qui avait mis en place ce cyberharcèlement à mon égard, c'était un médecin et que je me retrouvais dans un hôpital. Mais voilà, ça a été tout un cheminement, moi aussi, dans l'écriture, et c'était pas forcément évident au départ. Toutes les deux, vous êtes mères de famille. Euh, Est-ce que vous avez peur parfois de ne pas réussir à protéger vos enfants des mêmes dommages, justement, Servane, que vous dénoncez, enfin, scientifiquement, justement, dans vos travaux? Et que faites-vous l'une et l'autre pour protéger vos enfants? Pour l'instant, je n'ai pas elle est encore petite, donc j'ai la main sur ce qu'elle peut faire sur les écrans. J'avoue que, étonnamment, je ne me suis pas inquiétée encore. C'est totalement inconscient, mais je me dis que chaque chose en son temps et qu'aujourd'hui, elle baigne voilà, dans un univers, c'est sûr, où elle entend parler des écrans et du problème qu'ils peuvent représenter. J'imagine qu'à l'adolescence, elle sera peut-être moins d'accord avec ce que je dis et qu'il y aura des tensions, mais on ajustera. Et vous, Laura? Ouais, alors moi j'ai 3 enfants, j'ai des fils qui ont 9 ans, donc avec eux ça va, voilà, on n'a pas, c'est pareil, il n'y a pas de tablette, il n'y a pas de jeux vidéo, voilà. Par contre ma fille aînée, elle est en sixième, elle a 12 ans, et donc là c'est quand même plus compliqué. Alors nous on tient, elle n'a pas de smartphone, elle a un petit téléphone à touche, comme elle prend voilà, le métro, mais il n'y a pas de réseaux sociaux, etc. Mais elle nous dit déjà qu'elle est la seule en fait. Et je ne sais pas jusqu'à quand on pourra tenir, jusqu'à 15 ans, on va essayer, comme recommandait le rapport. Mais là, sans raconter ma vie, mais on va déménager à la rentrée prochaine et ils vont, enfin en tout cas, elle va intégrer un collège 100% numérique. Alors que là, jusqu'à présent, c'était pas du tout le cas. Je sais pas très bien comment on va gérer ça en fait, et ça m'angoisse. Voilà, on essaie vraiment nous de mettre ses limites, il n'y a pas de réseaux sociaux, etc. Mais voilà. Dans votre roman, vous mettez en perspective les traumatismes des adolescents et et celui de l'héroïne trentenaire. Ils ont en commun, en fait, bien plus qu'on imagine. J'en ai retenu un en particulier, c'est le pouvoir des fabricants de technologie, un pouvoir qui est marketing, qui est algorithmique, un pouvoir qui est alien, qui infantilise. C'est un pouvoir qui est commun à ceux qui affectent les enfants et les adultes. Est-ce qu'il y en a d'autres,
de ces pouvoirs justement qui sont communs à ces différentes générations addictes aux nouvelles technologies. Je pourrais poser la question aussi d'ailleurs à Sarvan. Mais, oui, moi, mon idée avec ce roman, c'était pas du tout de dire voilà, les jeunes, c'est comme ça, et voilà, et moi, enfin, ma narratrice qui me ressemble, encore une fois, je suis un peu loin de tout ça. Non, je voulais montrer que c'était vraiment un problème effectivement intergénérationnel, qu'on était tous, et nous-mêmes, enfin, vraiment en tant que parents, voilà, addicts à ces outils. Et par rapport à la question des pouvoirs économiques, des lobbies, il y a tout un chapitre dans le roman où je m'adresse presque à un cerveau, et en fait on passe d'un enfant, un adolescent, un adulte, etc., pour montrer en fait que les mécanismes effectivement sont les mêmes et qu'on n'est pas complètement responsable, enfin, qu'il y a au-dessus de nous des géants du numérique qui travaillent avec des neuroscientifiques justement pour provoquer, pour bien activer les récepteurs de dopamine, etc. Et moi, l'idée, c'était vraiment pas du tout pour donner des leçons non plus. Et puis, je dis pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Enfin, encore une fois, c'est un roman. Mon objectif, c'était que peut-être mes lecteurs, mes lectrices se reconnaissent, se posent des questions, se demandent ce que ça avait changé en fait dans leur rapport aux autres, à eux-mêmes, à leur temps. Et se demande ce qu'ils ressentaient et ce qu'ils pouvaient faire pour se sentir mieux. Voilà. Sarvan, dans vos travaux, enfin ces travaux, vous les avez consacrés à un public jeune, des enfants et des adolescents. Qu'est-ce que l'on peut appliquer à la population adulte? À la fois des conclusions que vous avez tirées, mais aussi des préconisations. Et j'aimerais qu'on revienne évidemment sur les préconisations que vous faites, parce que c'est ça qui peut nous aider demain à corriger le tir. Pour les conséquences, quasiment, comme vous venez de dire, quasiment tout en fait. Simplement, les vulnérabilités sont plus grandes chez les plus jeunes. Le cerveau se développe jusqu'à 25 ans. Jusque-là, il est plus vulnérable à la captation de l'attention, au contrôle des impulsions. Enfin, il est plus en difficulté face au contrôle des impulsions, donc plus sensible à toute cette économie qui est développée autour de l'usage de ces outils. Les impacts sur la santé physique aussi sont plus importants parce que les habitudes qui sont prises dans l'enfance ont plus de risques ou de chances de perdurer à l'âge adulte. Donc c'est pour ça que moi et mes collègues, on a envie de mettre le paquet sur ces plus jeunes, mais la sédentarité, le problème de sommeil, l'exposition à la violence, à la pornographie, à des informations anxiogènes en continu, etc., impactent bien évidemment aussi les adultes. Et le fait d'être happé aussi par cette économie de l'attention en tant qu'adulte nous rend moins disponibles pour les enfants, leur donne un exemple de normalité d'être devant un écran qui les guide dans leur évolution et qui va à l'encontre de ce qu'on leur demande de faire d'ailleurs. Donc bien sûr, ça s'applique en fait aussi aux adultes. Ouais. Quel espoir concret formulez-vous de convaincre les géants de la technologie de prendre en considération les dégâts qu'ils provoquent sur les cerveaux de nos enfants et de nos adolescents? Je vous pose la question parce que c'est toujours le combat pour la régulation ou contre la régulation. On l'a vu quelques jours avant l'investiture de Trump, on avait vu Zuckerberg, et patron de Meta, revenir sur les maigres filets de régulation qu'il avait mis en place précédemment. Est-ce que c'est le pot de fer contre le pot de terre? Est-ce que c'est David contre Goliath? Est-ce qu'il y a des raisons quand même de croire? Je pense, j'espère. Ouais, je pense qu'il y a des raisons de croire, et puis j'ai une tendance optimiste. Sinon, je pense qu'on ne se relancerait pas dans ce type de travail qui est quand même en effet un peu disproportionné en termes d'influence. Mais il y a deux voies possibles. Soit la part humaine en fait de ces personnes qui sont à la tête de ces compagnies va à un moment donné avoir un déclic. Alors si c'est pas un, c'est 10, c'est un groupe, je sais pas. C'est quelques personnes qui prennent la mesure des enjeux et des dégâts en fait qu'occasionne leur technologie, alors qu'ils le font sciemment, puisque leur rapport interne, quand il y a des fuites, montre qu'ils savent les impacts négatifs sur la santé mentale des jeunes, ils savent les problèmes de pédocriminalité liés en lien avec l'usage inapproprié des réseaux sociaux, enfin le réseau pédocriminel qui se sert des réseaux sociaux pour contacter les victimes, etc. Ils sont au courant de tout ça. Donc est-ce qu'à un moment donné, il y a une espèce de sursaut qui peut arriver, qui fait un peu tache d'huile et qui les fait devenir responsables de leurs actes, vraiment, que ces chiffres qui sont horribles s'associent dans leur esprit à des réalités de vie, d'enfants détruites, de familles détruites par ces drames. Voilà, ça c'est la voie qu'on espère, en se disant cette réglementation et par exemple la vérification de l'âge, mais aussi la modération des contenus, enfin de mettre vraiment les moyens pour que Internet soit un lieu sûr pour les plus jeunes, mais aussi pour les plus grands finalement. Ça c'est la voie idéale. Bon, on peut espérer un petit peu. Et puis l'autre voie, c'est que les pouvoirs publics
sous la pression, notre pression aussi, notre pression citoyenne, les parents qui n'acceptent plus ces dangers des enfants, les paroles d'enfants qui reviennent en disant que je suis addict au réseau social, ou maintenant la violence ne me fait plus rien, ou la sexualisation des contenus, bon, oui, c'est habituel, maintenant je ne suis plus touchée par ça. À 12-13 ans, c'est pas acceptable d'entendre ce genre de choses. Donc que cette pression des parents touche les politiques, qui de ce fait n'aient plus d'autre choix pour se faire réélire que de mettre une pression réglementaire forte sur les plateformes. Il semble qu'il y ait une tendance en France là-dessus, mais je reste prudente tant que ça n'est pas fait. La réponse peut venir de l'Europe, ou est-ce qu'il est absolument illusoire de penser fédérer les 27 autour de cette question? À mon avis, ou à ce qu'on me dit au niveau juridique, ça ne peut venir quasiment que de l'Europe. Mais il faut quelqu'un, ça c'est mon impression, ou ce qui me semble, c'est qu'il faut qu'il y ait un chef de file à un moment donné. Si ça pouvait être la France, ce serait chouette pour notre ego et notre contentement national, mais ça pourrait. Il y a en ce moment des discussions autour de cette mise en application des mesures du rapport. Parmi elles, il y a l'interdiction des réseaux sociaux jusqu'à l'âge de 15 ans, il y a des méthodes de vérification de l'âge efficaces, il y a des choses qui sont techniquement possibles en fait. Donc ensuite, soit les plateformes et fournisseurs d'accès et fabricants mettent tout ce qu'ils ont à leur disposition en œuvre pour répondre à ces exigences avant même qu'elles soient imposées par la loi, soit la loi finira par le leur dire, mais on ira, je pense, peut-être que je me trompe, mais on ira forcément vers ça, je pense. Comme ça, mais est-ce que ce sera le même chemin que pour l'amiante, le tabac, l'alcool, c'est-à-dire des dizaines et des dizaines d'années de retard avant d'agir? Ou est-ce que ça ira un petit peu plus vite parce que la prise de conscience ira plus vite? J'espère. En préambule, j'évoquais un risque civilisationnel. Cette addiction aux écrans, la place qu'occupent aujourd'hui les écrans, et au-delà de ça, bien sûr, les nouvelles technologies dans l'esprit de nos enfants, des adolescents et dans nos esprits, que nous dit-elle de l'état de notre société? Laura, la romancière, elle a forcément un avis là-dessus. Large, c'est très Ouais. philosophique. Oui. Parce que finalement, votre roman, Oui. il questionne l'état de notre société. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai lu comme ça. Oui, je pense que oui, je tire plein de petits fils peut-être dans mon roman qui pourraient donner une réponse. Moi, peut-être une chose qui m'a frappée, que j'ai vue à Robert Debré, je pense que qu'on ressent tous au quotidien, c'est que tous ces outils sont censés, c'est assez bateau, hein, mais ils sont censés nous connecter tous les uns aux autres, alors qu'en fait, il y a un sentiment de solitude qui explose chez les jeunes. Donc, c'est ces interconnexions et en fait, cette solitude qui donne lieu. Après, il n'y a plus trop d'empathie. Je pense que c'est un sujet qui a été évoqué aussi dans les débats précédents. Tout se passe là par écran interposé et il y a ce cyberharcèlement qui explose parce qu'en fait on ne voit pas l'autre, on ne sent pas, on ne le voit pas réagir, on ne voit pas ce qu'il ressent. Et je crois que peut-être cette baisse de l'empathie générale, ou c'est un grand risque civilisationnel aussi. Enfin, il y a plein de choses. On dit, c'est pas qu'on dit, c'est une réalité. Nombre de jeunes sont sensibles aux enjeux de la planète. La production de nouvelles technologies est extrêmement consommatrice de ressources naturelles, d'extraction des ressources minières. Il y a des enjeux sociaux extrêmement lourds dans les pays en voie de développement, là où on va chercher justement les minerais dont on se sert pour les nouvelles technologies. Est-ce qu'il y a un travail de sensibilisation à faire auprès des jeunes et peut-être espérer que par ce biais-là, ils puissent eux-mêmes se comporter autrement? Ça, oui, si je peux me permettre, parce que pour nourrir l'écriture de mon roman, je suis allée à Robert Debré, mais j'ai aussi passé du temps avec une association qui est formidable, qui s'appelle Lève les yeux, qui fait de la sensibilisation, justement des ateliers en milieu scolaire. Donc c'est une association qui s'est développée dans les Bouches-du-Rhône, mais qui fait des choses un peu partout maintenant. Et justement, dans leurs ateliers, il y a des moments, alors déjà, faut qu'ils prennent conscience du temps que ça leur prend, tout ça, donc il y a un peu des moments comme ça, mais il y a aussi un jeu qu'ils utilisent. Et justement, il y a des questions par rapport à ces extractions des métaux rares, les conséquences écologiques. Ils n'en ont pas du tout conscience, en fait, pour la plupart. Enfin, moi, j'ai vu ça dans des classes de 4e. Et justement, de prendre conscience de ça, oui, je pense que ça peut agir. Et vrai que les conséquences sont... j'ai encore lu hier un article là-dessus. Enfin, donc, je pense que ça, oui, ça peut être... c'est les jeunes qui sont très, très sensibles, en fait, à ces problématiques-là. Servane, pour conclure, les préconisations. Parce qu'il faut bien sûr qu'on regarde comment construire une parade. Dites-nous ce que vous proposez.
Alors, avec les petits-enfants, je pense qu'il y a vraiment au centre la responsabilité des parents. D'accord, on est aussi sujet à l'économie de l'attention, mais avec chacun nos armes, on devrait être capable de se réguler, de se dire jusqu'à 3, 4, 5, 6 ans, quand je suis avec mon enfant, je suis avec lui complètement, je pose mon écran. Et puis même quand il est plus grand, alors on peut peut-être en avoir besoin, mais lui dire, là je m'extrais un petit peu, je vais utiliser l'outil, mais lui expliquer que ça n'est pas la relation normale d'interrompre à tout bout de champ une conversation pour répondre à un texto. C'est je m'extrais de la relation avec toi à ce moment-là et je reviens après. Voilà, lui expliquer ça. Je pense qu'il y a cette, ce qu'il appelle, j'aime pas ce terme, mais l'hygiène numérique un petit peu de s'en imposer. Une préconisation est de ne pas mettre les enfants devant les écrans jusqu'à l'âge de 6 ans. Parce que ça a des effets sur le neurodéveloppement et sur la vision, et aussi pour reprendre le pouvoir pour ces outils, c'est leur montrer dès le plus jeune âge que ça n'est pas un élément incontournable de leur existence, et enfin, en tout cas de leur environnement quand ils sont petits, parce qu'il y a ce message un petit peu constant dans les médias, mais dans les langages, dans nos conversations, où le numérique est partout, on ne peut pas faire autrement, il faut faire avec, il faut l'apprivoiser, il faut l'accompagner, etc. Oui, mais non. Il y a un lieu pour tout, il y a un âge pour tout, et peut-être que l'outil numérique ne convient pas à tout âge, et il n'est pas non plus à utiliser en tout lieu. Donc c'est remettre la technologie à sa place, se demander aussi quand on en a vraiment besoin, notamment par rapport à ces impacts environnementaux et humanitaires, les violences sexuelles de masse, les conflits armés au Congo ou dans d'autres pays. Donc prendre conscience en fait de toutes les implications sur lesquelles repose l'usage de cette technologie. C'est pour ça que cette question civilisationnelle est là aussi, c'est à quel stade de notre développement humain en sommes-nous, si aujourd'hui, alors que nous avons accès à toutes ces informations, nous pouvons savoir sur quoi repose la technologie, nous n'en prenons pas compte pour ajuster nos comportements et nos usages. Si nous continuons à regarder des vidéos en streaming 10 heures par jour et à acheter un téléphone nouveau tous les 2 ans, parce que le nouveau est sorti, qu'il est plus joli, alors que nous savons qu'en ce moment, des enfants meurent, des familles meurent, des femmes sont violentées sexuellement, des fillettes, au Congo par exemple, pour ça, alors notre humanité est en danger, je crois. Merci beaucoup pour cette conclusion également et pour votre témoignage, Laura et Servan. Merci.